Good Morning Business, le grand entretien. Coup d'envoi aujourd'hui du sommet des BRICS en Afrique du Sud à Johannesburg. Les BRICS, c'est un acronyme: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. On va parler des enjeux de ce sommet avec Julien Vercueil, vice-président de l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, un mot rapide sur l'influence des BRICS, l'influence économique. En 1990, il représentait 5% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 26%. On imagine que, en parallèle, politiquement, c'est une voie qui porte de plus en plus. Bien sûr, et la trajectoire entre ces deux dates que vous avez citées est intéressante à suivre parce qu'on se rend compte que, initialement, sur la première partie de la période 90, début des années 2000, l'ensemble des pays n'a pas eu une trajectoire commune puisque la Russie s'est effondrée liée à la transformation de l'Union soviétique en plusieurs économies. En revanche, un des pays qui a vraiment connu une croissance constante, c'est la Chine. Et c'est elle qui pèse le plus lourd. Vous disiez 5%. Aujourd'hui, c'est 26% pour l'ensemble, c'est-à-dire un quart. Mais sur ces 26%, 18 sont représentés par la Chine, ce qui veut dire effectivement que derrière cette nouvelle donne économique, il y a potentiellement une donne politique. Quel est l'enjeu de ce sommet qui s'ouvre aujourd'hui ? Je crois qu'il y a trois sujets importants qu'il faut traiter, qui ne seront pas forcément l'objet de déclarations à la fin du sommet, déclaration commune, parce que pour cela, il faudrait qu'il y ait un accord complet. Mais ces trois sujets sont d'abord l'élargissement, la question de savoir si le projet chinois de BRICS+, c'est-à-dire d'intégrer de nouveaux pays et sous quelles conditions au BRICS, il va falloir traiter cette question. La deuxième question, c'est une question qui est un peu au principe des BRICS, c'est-à-dire comment s'émanciper de la tutelle internationale monétaire du dollar, donc ce qu'on appelle la dédollarisation, en tout cas régionalement et localement la dédollarisation. Puis le troisième sujet, qui est un peu une ombre portée sur l'ensemble de ce sommet, c'est la guerre en Ukraine et ses conséquences sur ces pays membres et aussi sur l'ensemble des pays du Sud, parce qu'il ne faut pas oublier que les BRICS se veulent également les chantres, la caisse de résonance des intérêts des pays du Sud. Alors on va prendre les sujets les uns après les autres. D'abord la question de l'élargissement. Une vingtaine de pays sont candidats officiellement, 20 candidatures informelles également. Quels sont les critères pour rejoindre ce groupe des BRICS et est-ce qu'il y a un calendrier qui a été mis sur la table ? Ce sont les deux grandes questions qui n'ont pas été résolues, en réalité. Il y a eu une première discussion cet été pour savoir quels seraient les critères sur lesquels on pourrait s'appuyer pour décréter que tel ou tel pays peut faire partie des membres des BRICS. Et pour l'instant, rien n'est sorti de ces discussions. Ensuite, la question du calendrier achoppe sur deux positions. La position chinoise suivie de la Chine, qui est une position un petit peu d'avant-garde, qui consiste à dire il faut intégrer rapidement de nouveaux pays pour donner davantage d'écho et davantage d'ouverture au groupe. Et puis les positions beaucoup plus réticentes de l'Inde et surtout du Brésil, qui ne souhaitent pas se voir diluer dans un ensemble plus important. Donc là aussi, sur la question du calendrier, on est un peu au point mort. Ce qui est possible, c'est qu'on s'en sorte en trouvant des agrégations à géométrie variable. On en a déjà l'exemple avec l'intégration dans la nouvelle banque de développement, qui est la Banque des BRICS, qui a été créée en 2014 et qui sert de contrepoids, si l'on peut dire, à la Banque mondiale, à trois nouveaux pays, le Bangladesh, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Voilà, on a là eu une réalisation concrète d'un élargissement, mais vous voyez, à petits pas. Quand vous parlez de risque de dilution de la Chine et de l'Inde, pour bien comprendre, parmi les pays candidats, il n'y a pas que des petits pays. Il y a aussi, par exemple, des pays du Golfe qui sont économiquement très puissants grâce au pétrole. Oui, en réalité, je n'ai pas parlé de dilution de la Chine et de l'Inde. J'ai parlé de dilution du Brésil, par exemple, ou de l'Afrique du Sud. Parce que là, oui, ce sont des puissances économiques moyennes, régionales. La Chine ne serait absolument pas diluée par le fait que l'Indonésie ou d'autres pays de grande taille soient intégrés. Au contraire, c'est de son intérêt en tant que puissance à vocation mondiale de dire « Regardez, venez à moi, venez à nous, nous sommes prêts à vous accueillir si le G7 n'accueille personne ». Donc, en revanche, effectivement, pour l'Afrique du Sud et pour le Brésil, qui étaient extrêmement fiers de faire partie d'un petit club de 5 pays, le fait de passer à 7, 8, 10 ou 20 changerait complètement la donne, parce que leur voix serait beaucoup moins entendue. Dans le contexte évidemment de guerre en Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation de la part de la Russie, dans une moindre mesure de la part de la Chine, manipulation des pays entrants
ou candidat à l'entrée dans le groupe des BRICS pour sortir de cet non-alignement qui était quand même la ligne de départ. Oui, c'est vrai, c'est une possibilité. Moi, j'ai tendance à penser que ça restera plutôt de l'ordre du discours, y compris pour les pays candidats, sauf certains d'entre eux. Évidemment, on a vu par exemple que le Bélarus était candidat, mais vous voyez bien que le Bélarus est totalement inféodé à la Russie, donc il n'y a pas tellement de surprises à attendre de ce côté. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le Bélarus fasse partie des premiers. Donc, ce qui me semble vraisemblable, c'est que les pays concernés acceptent de suivre le discours des pays dominants, et en particulier le discours chinois, lequel est d'ailleurs un petit peu plus prudent que celui de la Russie, évidemment, sur ces questions-là, parce que la Chine a des intérêts très très importants avec les États-Unis et avec l'Europe. Donc, plutôt sur le discours. Maintenant, sur les faits et sur les engagements concrets, ce sera beaucoup plus difficile pour la Russie de faire entendre sa voix au sein des BRICS. Les BRICS veulent réduire leur dépendance au dollar américain, la dédollarisation. Est-ce que sur ce dossier, elles ne vont pas trouver un allié de circonstance? L'Union européenne aussi aimerait que le dollar diminue sa présence au niveau international, au profit de l'euro. Alors là, c'est une question qui est assez complexe et intéressante. D'abord, il faut noter qu'il y a une légère décrue du dollar en proportion dans les réserves internationales de devises des banques centrales du monde entier. Et il faut s'interroger de la raison pour laquelle cette décrue se produit. Ce que l'on observe, c'est que l'une des raisons, c'est que tout simplement, le poids des États-Unis dans le monde n'est pas un poids en croissance, plutôt en déclin du fait notamment de l'essor de la Chine. Donc là déjà, ça crée un premier frein à l'expansion du dollar. Le deuxième élément, c'est que les États-Unis eux-mêmes exercent des pressions sur certains des pays vis-à-vis des sanctions en leur interdisant d'utiliser le dollar. Donc ça veut dire que par exemple un pays comme la Russie ou un pays comme la Chine a intérêt à essayer d'éviter d'utiliser le dollar pour ne pas passer sous les fourches caudines des sanctions américaines. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que malgré tout, il y a une demande autonome de dollars qui est extrêmement importante, qui émane de milliards de particuliers et de centaines de millions d'entreprises, parce que le dollar est considéré comme la monnaie de réserve internationale importante qu'il faut conserver, et parce que chacun s'attend à ce que l'autre continue de l'utiliser. Donc on a une inertie qui date des années 50 et qu'il sera extrêmement difficile de renverser. Maintenant, vous l'avez dit, ce n'est pas non plus complètement irréversible. Il y a des mouvements vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis d'autres monnaies, qui peuvent petit à petit grignoter cette part dominante. On n'aura pas d'effondrement de sitôt. Mais est-ce que c'est réaliste comme objectif, selon vous ? Alors, ce qui est réaliste, c'est de penser que le dollar va réduire petit à petit son importance dans les échanges internationaux. Mais il faut dire aussi que cette importance est pratique. Si tout le monde échange avec la même monnaie, c'est plus simple pour chacun. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui est beaucoup moins réaliste pour les BRICS, c'est d'essayer de s'attacher à la création rapide d'une monnaie commune ou encore pire, d'une monnaie unique. Parce que les conditions politiques et économiques pour le faire ne sont absolument pas réunies au sein de ces 5 pays. Donc, la question, ce sera de savoir comment accélérer le processus de dédollarisation, à quelles conditions, et est-ce que les BRICS sont en mesure de le faire et de s'accorder sur les moyens de le faire. Là, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse à la question. Merci beaucoup, Julien Vercueil, pour votre analyse. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'INALCO, l'Institut national des langues et des civilisations orientales.